Dans le village calme et poussiéreux de Makila, la vie était dure, mais l'amour vivait encore dans le cœur d'une femme, Léla. C'était le genre de femme qui apportait la lumière, même dans les moments les plus sombres. Ses mains étaient rugueuses à cause du travail, mais son toucher était doux. Ses journées commençaient avant le lever du soleil et se terminaient tard dans la nuit, mais jamais elle ne se plaignait. Elle avait le cœur plein d'espoir et un courage plus fort que le fer. Léla vivait avec son mari, Bomoni, un homme aux grands rêves, mais peu actif. Tandis qu'elle travaillait sans relâche pour maintenir la famille à flot, Bomoni s'asseyait souvent sous le manguier, évoquant un avenir meilleur qui n'existait que dans ses paroles, non dans ses actes. Mais malgré leur pauvreté, Léla aimait profondément Bomoni. Son amour ne reposait pas sur ce qu'il lui avait donné, mais sur ce qu'il représentait pour elle. Même lorsque leurs estomacs gargouillaient de faim et que leurs vêtements étaient rapiécés et usés, Léla lui restait fidèle avec une loyauté indéfectible. Elle croyait qu'un jour les choses changeraient. Elle croyait en Bomoni plus qu'il ne croyait en lui-même. Même si le monde nous tourne le dos, je serai toujours à tes côtés, Bomoni, disait-elle avec un sourire chaleureux, s'essuyant le front en sueur après une longue journée à la ferme. Et Bomoni, la regardant dans les yeux fatigués mais confiants, répondait « Je veillerai à t'offrir une vie meilleure un jour, Léla. » Je leur avais promis que leur maison était une minuscule hutte en terre avec un toit qui fuyait et une porte en bois qui grinçait, mais elle était remplie d'amour, de rires et des rires innocents de leurs deux jeunes enfants, Kwam et Tando. Les petits garçons ne comprenaient pas la pauvreté. Ils savaient seulement que les bras de leur mère étaient l'endroit le plus sûr au monde et que sa nourriture, aussi petite soit-elle, était la plus savoureuse. Léla cultivait sous un soleil de plomb pendant la journée, plantant des ignames et du manioc, les pieds crevassés par la sécheresse du sol. Le soir, elle faisait griller du maïs au bord de la route, appelant les passants de sa voix douce et accueillante. Chaque pièce qu'elle gagnait servait directement à nourrir ses enfants et à combler leurs lacunes. Malgré la rareté de l'argent, leur amour leur donnait la force de continuer. Léla et Bomoni vivaient dans une petite maison modeste. Rien d'extraordinaire, rien de nouveau, juste des murs remplis de rêves et des cœurs remplis d'espoir. Ils n'avaient pas de luxe, mais ils étaient ensemble. Cela, croyait-il, avait plus de valeur que l'or. Les voisins regardaient souvent Léla avec surprise et admiration. Ils ne comprenaient pas comment une femme si douce, si belle, pouvait survivre à tant d'épreuves et garder le sourire. Mais Léla n'était pas seulement une épouse, elle était le pilier qui soutenait tout. Tandis que d'autres voyaient la pauvreté, elle voyait un but. Tandis que d'autres se plaignaient, elle réconfortait. Bomoni était un homme de rêve, de grands rêves. Il parlait souvent de déménager en ville, de saisir les opportunités, de créer une entreprise et de réussir. Il disait, un jour, Léla, on n'aura plus besoin de compter les pièces avant d'acheter à manger. Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. Mais chaque fois qu'il évoquait ses rêves, il restait des rêves. Rien de concret ne sortait jamais de ses projets. Le temps passait, mais pas le progrès. Pourtant, Léla n'a jamais cessé de croire en lui. Elle cuisinait avec joie, gérait leur petite ferme et recousait des vêtements déchirés avec amour. Elle ne le harcelait jamais, ne le blâmait jamais, elle continuait simplement à construire un foyer fait d'amour, d'espoir et de prière. Quand les idées de Bomoni échouaient, elle ne disait jamais « Je te l'avais bien dit ». Au contraire, elle souriait doucement et disait « Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons les uns les autres. C'est là notre richesse. » Mais derrière le regard calme de Bomoni, la frustration montait. Chaque échec le faisait se sentir plus petit, plus faible. Il regardait ses mains vides et se demandait quel genre d'homme il était vraiment. Un soir, après une énième tentative ratée, il s'assit à côté de Léla, les yeux fixés sur le mur fissuré. Le silence était pesant, puis il soupira profondément et dit « Parfois, l'amour ne suffit pas. » Ce soupir, ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était un murmure annonçant la tempête qui approchait. C'était le début d'un changement, une fissure invisible dans leur lien. Bomoni avait commencé à percevoir leur amour, non pas comme une bénédiction, mais comme un fardeau lié à son échec. Et ce petit changement de mentalité allait peu à peu se répercuter sur leur avenir. Mais pour l'instant, Léla ne voyait pas ce changement. Elle ne voyait qu'un homme qu'elle aimait, un homme en qui elle croyait, un homme pour lequel elle était toujours prête à se battre. Elle tendit la main, serra la sienne fermement et dit « Nous trouverons une solution, ensemble. » Elle crut à ces mots. Elle en pensait chaque syllabe.
Mais elle ignorait que parfois, même l'amour le plus fort ne peut contenir un cœur déjà en train de s'éteindre. Et tandis que le soleil se couchait sur leur pauvre petite maison de village, la chaleur entre eux était toujours là, mais l'ombre de l'incertitude commençait à peine à grandir. Un matin ensoleillé, tout bascula. Bomoni a reçu un appel qui a illuminé son visage comme jamais auparavant. Un cousin éloigné, qui vivait dans la grande ville de Zindara, avait enfin trouvé un emploi pour lui. Il lui avait trouvé un poste de superviseur logistique, un poste offrant un vrai salaire, de vraies opportunités et un réel espoir. Pour la première fois depuis des années, leur rêve semblait si proche qu'ils pouvaient les toucher. Léla était folle de joie. Son cœur battait de bonheur tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « C'est notre percée, Bomoni, » dit-elle avec une excitation tremblante. « N'oublie pas qui était à tes côtés quand tu n'avais rien. » Bomoni la serra contre lui, l'embrassa sur le front et répondit avec une profonde émotion. « Je ne t'oublierai jamais, Léla. » Mais la promesse qu'il avait faite ce jour-là allait bientôt être mise à l'épreuve par les tentations scintillantes de la ville. Zindara n'avait rien à voir avec le village. C'était vivant, bruyant, rapide et plein de distractions. Les rues scintillaient de voitures rutilantes, d'immeubles imposants et de gens qui semblaient avoir tout compris. Au début, Bomoni était concentré. Il travaillait dur, appelait Léla tous les soirs et envoyait de l'argent à la maison. Mais petit à petit, quelque chose commença à changer. À Zindara, Bomoni n'était plus seulement un pauvre villageois. Il portait des costumes, assistait aux réunions et était respecté. Il commença à se sentir important, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Et puis, comme un cruel tour du destin, il rencontra Azira. Azira représentait tout ce qui manquait au village, glamour, pouvoir, charme. C'était une riche femme d'affaires qui marchait comme si le monde lui appartenait. Les gens la remarquaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Son parfum, sa voix, sa présence. C'était comme un sort. Bomoni fut attiré par elle, d'abord professionnellement, puis émotionnellement. Elle admirait son travail, louait ses idées et lui donnait le sentiment d'être vue comme jamais auparavant. Rapidement, les réunions d'affaires se transformèrent en dîners privés et l'admiration en tentation. La ville de Bomoni était en pleine mutation. Le même homme qui rêvait autrefois sous l'arbre du village avec Léla se retrouvait désormais à apprécier les vins de luxe, les chemises en soie et la compagnie luxueuse. Il appelait moins souvent chez lui. Son ton se fit plus froid, plus bref, et chaque fois que Léla lui rappelait ses racines, il l'écartait avec silence ou irritation. Léla, toujours pleine d'espoir, essayait de croire que c'était juste le stress, que la ville le fatiguait. Elle ignorait que son mari s'éloignait toujours plus, emporté par l'éclat d'un monde nouveau et d'une nouvelle femme. Azira ne se contentait pas de lui offrir du réconfort, elle nourrissait son ego, lui donnant l'impression qu'il méritait mieux que ce qu'il avait avec Léla. Bomoni, autrefois un homme qui chérissait l'amour de sa femme par-dessus tout, était désormais aveuglé par le statut, la richesse et l'excitation d'un nouveau style de vie. Et au plus profond de son cœur, le souvenir des sacrifices de Léla commençait peu à s'estomper sous le bruit des lumières de la ville et des doux mensonges. Ce qui avait commencé comme une bénédiction se transformait peu à peu en tempête. Mais Léla ne l'avait pas vu venir. Elle priait toujours pour lui chaque soir, affichait toujours le même sourire et croyait toujours à la promesse qu'il lui avait faite de ne jamais l'oublier. Mais Zindara avait déjà commencé à réécrire l'histoire de Bomoni. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La distance entre Léla et Bomoni n'était plus seulement de quelques kilomètres, c'était un silence grandissant. Ses appels devinrent plus courts, plus froids, et finirent par cesser complètement. Au début, Léla essaya de se convaincre que c'était simplement le stress de son nouveau travail, que la ville le submergeait peut-être. Elle attendit patiemment, espérant un message, un appel, voire un message vocal, n'importe quoi pour se sentir à nouveau proche de son mari. Mais rien ne vint. Puis, un matin, une lettre arriva. Ce n'était pas le genre de lettre dont elle avait rêvé, pas une lettre remplie de mots d'amour ou de promesses de revenir bientôt. C'était une lettre d'adieu, froide, cruelle et définitive. « J'ai trouvé quelqu'un de mieux, Léla. J'ai tourné la page. N'essaie pas de me trouver. » Les mains de Léla tremblaient en lisant les mots. Ses genoux cédèrent et elle s'effondra au sol, serrant la lettre contre sa poitrine. Son cœur se brisa et une douleur profonde, insupportable, la traversa. L'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, celui qu'elle avait soutenu quand il n'avait rien,
l'avait maintenant abandonnée comme si elle ne représentait rien. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle tenait la lettre, relisant les mots encore et encore, espérant qu'il changerait quelque chose. « Comment as-tu pu me faire ça? À moi? À nos enfants? Après tous ces sacrifices, cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce vide. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les mêmes voisins qui admiraient autrefois sa force et son dévouement murmuraient maintenant dans son dos. Certains riaient cruellement, d'autres la plaignaient. Ils la surnommaient la femme laissée pour compte, celle qui ne suffisait pas, celle qui était remplacée. Partout où elle allait, elle ressentait la piqûre des regards critiques. Même ses enfants se demandaient « Maman, quand est-ce que papa reviendra ?» Et chaque fois, Léla forçait un sourire et répondait « Bientôt », même si son cœur savait la vérité. La douleur de la trahison était profonde, mais Léla refusait de se laisser complètement briser. Elle essuya ses larmes, se redressa et garda la tête haute. Si le monde voulait se moquer d'elle, qu'il le fasse. Elle connaissait sa valeur. Elle savait que l'amour qu'elle lui avait donné était pur et authentique. Et même si Bomani l'avait oubliée, elle refusait d'oublier qui elle était. Une femme forte, aimante et digne. À chaque larme versée, elle devenait plus forte. À chaque murmure dans son dos, son esprit s'élevait. Son cœur était meurtri, mais il battait encore de courage. Elle était déterminée à survivre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. Elle ne laisserait pas la trahison de Bomani définir son histoire. Au fond d'elle-même, elle croyait en quelque chose de plus grand. Qu'un jour, la douleur se transformerait en force et que la femme abandonnée s'élèverait d'une manière inattendue. Mais pour l'instant, elle rassembla ses morceaux, un par un, et entreprit de reconstruire. Car Léla savait que même dans les moments les plus sombres, une femme qui porte l'amour dans son cœur ne peut jamais être véritablement détruite. Azira était tout ce que la vie du village n'était pas. Glamour, puissante et dangereusement charmante. Sa beauté ne résidait pas seulement dans son apparence. C'était dans sa démarche, sa façon de parler, sa façon d'imposer chaque pièce où elle entrait. Elle vivait dans une demeure si grandiose que même Bomani dut s'arrêter et reprendre son souffle la première fois qu'il y entra. Les murs brillaient, les lustres scintillaient comme des étoiles, et chaque recoin respirait la richesse. Il y avait des robinets plaqués or dans la salle de bain, des tapis importés au sol et des domestiques qui se déplaçaient silencieusement comme des ombres. Au début, Bomani avait l'impression de vivre dans un rêve. Azira le gâtait avec luxe, costume de créateur, montre-bracelet plus cher que son mariage, repas gastronomiques servis dans des assiettes en argent. Il n'était plus le villageois qui partageait une simple coupe de gari avec sa femme. Il était désormais un homme de classe, un homme qui goûtait le vin plutôt que l'eau, un homme qui se sentait puissant rien qu'en se tenant aux côtés d'Azira. Mais ce que Bomani ignorait, c'est que ce rêve comportait des contraintes lourdes, qui allaient bientôt l'étouffer. Azira était douce, certes, mais seulement quand tout allait bien pour elle. Son affection lui venait par vagues, et son humeur changeait comme le vent. Parfois, elle le regardait avec des yeux pleins d'admiration, l'appelant son roi. D'autres fois, elle lui rappelait précisément qui il était avant de le polir. « Tu es spécial uniquement parce que je t'ai rendu spécial. Souviens-toi de ça, » disait-elle, sa voix comme du velours enroulé autour d'un couteau. Ces mots le blessèrent, mais Bomani les repoussa. Il se dit que c'était juste sa façon de parler, qu'elle ne le pensait pas. Il était trop aveuglé par cette vie brillante pour voir les fissures se former autour de lui. Il commença à perdre son ancien moi, son humilité, ses racines, ses valeurs. L'homme qui rêvait autrefois aux côtés de Léla ne rêvait plus que de s'élever dans le monde d'Azira, même si cela impliquait de fouler aux pieds tout ce qui comptait autrefois. Chaque jour, Bomani s'enfonçait davantage dans cette vie de confort et de contrôle. Il ne remarqua pas qu'Azira l'observait comme un faucon, qu'elle questionnait chacun de ses faits et gestes, que ses dons étaient enchaînés. Il avait troqué l'amour contre le luxe, mais le luxe avait sa propre prison. Et bien que les portes fussent en or, elles étaient toujours verrouillées. Il n'appelait plus Léla. Il ne pensait même plus à elle, au village, aux enfants, aux difficultés. C'était comme une histoire lointaine, venue d'une autre vie. Il était trop occupé à jouer le rôle qu'Azira lui avait écrit. Mais dans l'ombre de son palais, un avertissement se formait peu à peu. L'amour d'Azira n'était pas de l'amour du tout. C'était le contrôle. C'était un pouvoir paré de parfums et de perles. Et tôt ou tard, le prix à payer serait bien plus élevé que tout ce que Bomani avait pu imaginer.
Mais pour l'instant, il était toujours sous son charme, riant dans sa robe de soie, sirotant du vin, oubliant que les mains qui autrefois le nourrissaient d'amour étaient désormais porteuses de douleur. Il l'ignorait encore, mais la femme qu'il avait portée si haut serait bientôt celle qui le ferait s'écrouler. Lorsque Bomani abandonna complètement sa famille, ce fut comme si le ciel lui était tombé sur les épaules. Il n'est pas revenu. Il n'a pas envoyé d'argent. Il n'a même pas demandé des nouvelles des enfants. C'était comme s'il n'existait plus pour lui. Pendant des jours, Léla pleurait seule dans le silence de leur petite maison. Les nuits étaient plus longues, plus froides et remplies de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Comment l'homme qu'elle avait soutenu contre vent et marée avait-il pu s'en aller si facilement? Comment avait-il pu oublier l'amour qu'ils partageaient, les épreuves qu'ils avaient affrontées ensemble? Mais Léla ne laissa pas la douleur la détruire. Elle s'en servit comme d'un carburant pour se relever. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre une aide qui ne viendrait jamais. Elle avait des enfants à nourrir, un avenir à protéger. Alors, le cœur encore douloureux mais les mains prêtes à travailler, elle se releva. Un matin, alors qu'elle était assise sous le manguier, essuyant ses larmes, une vieille veuve nommée Mama Zena s'approcha d'elle. Maman Zena avait observé la souffrance de Léla de loin, mais elle intervint alors avec chaleur et sagesse. Elle lui offrit un petit espace derrière sa cour et lui apprit à faire du pain de millet selon une vieille recette familiale. Au début, ce n'était que quelques pains. Léla allait de maison en maison avec un panier, le vendant à ses voisins, certains par pitié, d'autres parce que le pain était délicieux. Petit à petit, l'arôme de son pain de millet se répandit dans Makila. Les gens commencèrent à affluer de tous les coins du village juste pour le goûter. Ce qui a commencé avec un petit four en terre cuite s'est transformé en une boulangerie qui est devenue la fierté du village. Ses mains, autrefois au service d'un homme qui ne l'avait jamais apprécié, la guidaient désormais vers un avenir meilleur. Mama Zena est devenue plus qu'un mentor. Elle devint la mère que Léla n'avait jamais eue. Chaque fois que Léla se sentait faible ou effrayée, Maman Zena lui rappelait « Ta force sera ton arme, Léla. Laisse le karma faire le reste. » Et Léla garda ses mots à cœur. Bientôt, elle prit de l'expansion. Elle engagea 2 jeunes filles du village pour l'aider. Des ordres arrivaient des villes voisines, et même le chef du village réclamait son pain pour ces événements. Ceux qui se moquaient d'elle la respectaient désormais. Ils ne voyaient plus l'épouse abandonnée. Ils ont vu une femme qui a transformé sa souffrance en objectif. Mais malgré le succès, Léla n'a jamais perdu son amertume. Elle n'a jamais dit du mal de Bamani. Elle ne maudissait pas son nom. Elle travaillait simplement plus dur et souriait plus profondément. Elle savait que la vie avait toujours le don de tout boucler. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait juste besoin de s'élever. Et elle y parvint. Ses enfants marchaient fièrement, sachant que leur mère était forte. Les villageois ont commencé à raconter son histoire comme un exemple de courage. Si Léla avait survécu et avait pu briller après toute cette douleur, disait-il, alors il y avait de l'espoir pour nous tous. Elle avait perdu un mari, mais gagné quelque chose de bien plus précieux. L'estime de soi, la dignité et un héritage qui survivraient aux cicatrices de la trahison. Et si Bamani savourait sa vie glorieuse en ville, loin de la famille qu'il avait laissée derrière lui, il ignorait que la femme qu'il avait autrefois abandonnée devenait désormais un symbole de force et de grâce dans le village même qu'il avait fui. La vie de Léla, brisée par la trahison, a pris un tournant inattendu. Ce qui avait débuté comme une petite entreprise de pain de millet derrière la propriété de Mama Zena s'est rapidement transformé en une entreprise florissante. Des gens venaient de loin pour goûter à ces gâteaux uniques. L'arôme doux et chaleureux de son pain emplissait non seulement l'air, mais aussi le cœur de ceux qui le goûtaient. Les commandes ont commencé à affluer, non seulement de la part des villageois, mais aussi des restaurants et des commerces des villes voisines. Puis, un jour, un événement extraordinaire s'est produit. Un hôtelier de la ville de Banjora a passé une commande importante. Il avait goûté les galettes de millet de Léla lors d'un événement communautaire et avait été tellement impressionné qu'il avait voulu les servir à son hôtel. Cette commande s'est transformée en 10, puis en 20. Son nom s'est répandu au-delà du village comme une traînée de poudre. Léla peinait à répondre à la demande. Elle a embauché davantage de femmes, notamment des veuves et des mères célibataires de Makwila, leur offrant ainsi du travail et de l'espoir. Elle n'a pas seulement créé une entreprise, elle a fondé une famille. Sa petite boulangerie s'est transformée en un atelier bouillonnant de rire, de travail et de rêves. Puis est arrivé le chef Akimbo,
philanthrope et magnate des affaires réputé. Il avait entendu parler de Léla par l'un des propriétaires de l'hôtel et avait décidé de rencontrer la femme qui se cachait derrière les célèbres galettes de Millet. En entrant dans sa boulangerie, il a vu plus qu'une simple entreprise. Il a vu de la résilience, du leadership et un potentiel inexploité. On n'a pas sa place dans un coin, a-t-il dit gentiment, en la regardant coordonner les ouvriers et pétrir la pâte de ses propres mains. Une femme d'une telle force mérite un trône, sourit Léla, non par arrogance, mais par profonde paix. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un la voyait pour autre chose que sa douleur. Le chef Akimbo proposa d'investir dans son entreprise. Il l'a aidé à ouvrir une usine dans la ville voisine de Zindara, celle-là même où Burmani avait disparu. Grâce à son nouveau statut d'entrepreneuse régionale, l'entreprise de Léla a prospéré comme jamais auparavant. Ses produits à base de millet, son pain, ses gâteaux et ses snacks remplissaient les rayons des supermarchés. Son visage était mis en avant dans les magazines et les forums économiques locaux. Ceux qui autrefois la plaignaient la regardaient désormais avec admiration. Ses enfants, Kwame et Tando, qui allaient autrefois à l'école avec des chaussures déchirées et des boîtes à lunch vides, fréquentaient désormais les meilleures écoles de la région. Ils portaient fièrement leurs uniformes et s'exprimaient avec assurance. Léla s'assurait qu'ils comprenaient la valeur du travail et de l'humilité. Elle ne les gâtait jamais, mais leur offrait une chance qu'elle n'avait jamais eue. Malgré tous ses succès, Léla a gardé les pieds sur terre. Elle n'a jamais oublié ses racines, ni les larmes qu'elle a versées en silence, et n'a jamais laissé l'amertume s'emparer de son cœur. Elle a également aidé d'autres personnes à s'élever, en prenant en charge les frais de scolarité, en donnant de la nourriture à des orphelinats et en encadrant des jeunes femmes qui lui ressemblaient autrefois. Les gens commencèrent à prononcer son nom avec respect. On l'appelait Léla, la reine du millet, mais Léla se fichait des titres. Tout ce qui l'intéressait, c'était de se donner un but dans la vie, de se donner la paix et de progresser. Elle n'avait aucun besoin de vengeance. Son succès était la réponse la plus éclatante à tous ceux qui doutaient d'elle. Et au fond d'elle-même, elle savait que la douleur endurée n'était que le début de son chemin vers la grandeur. Bomani n'aurait jamais imaginé que la ville qu'il avait autrefois accueillie avec des lumières éclatantes et de grands rêves lui tournerait bientôt le dos. La vie avec Azira avait été empreinte de glamour, de fêtes somptueuses, de vêtements de créateurs, de nourriture exotique et de cadeaux coûteux. Il avait oublié les rues poussiéreuses de Makwila, les difficultés qu'il partageait autrefois avec Léla et l'amour qui le maintenait uni. Mais la vie a le don d'humilier même les cœurs les plus fiers. Un soir, Azira rentra chez elle dans une voiture flambant neuve, portant un collier coûteux offert par quelqu'un d'autre. Son sourire était plus froid que d'habitude, son regard lointain. Puis, sans prévenir, elle lança la bombe finale. « J'ai trouvé quelqu'un d'autre. » dit-elle avec désinvolture, comme si elle se débarrassait d'une vieille chaussure. « Tu n'étais qu'une phase, Bomani. » Avant qu'il puisse parler, ses gardes l'ont traîné hors du manoir. Sans vêtements, sans argent, pas même un baiser d'adieu. Et voilà, il fut remplacé. L'homme qui baignait autrefois dans le luxe se tenait maintenant pieds nus dans la rue, le regard empreint de honte. Bomani essaya d'appeler ses vieux amis, ceux qui riaient avec lui dans les restaurants chics. Aucun d'eux ne répondit. Ses appels aboutirent directement sur la messagerie vocale. Ceux qui décrochèrent parlèrent froidement ou s'excusèrent. Il réalisa qu'il n'avait aimé que sa richesse, pas lui. Il ne leur servait plus à rien, alors ils l'ont abandonné lui aussi. Sans argent pour louer une chambre, Bomani commença à dormir sur des bancs publics et dans des bâtiments abandonnés. Ses chaussures autrefois cirées étaient maintenant déchirées, son costume autrefois élégant n'était plus qu'un chiffon. Les passants l'évitaient comme une maladie. Lui, qui se moquait autrefois de la vie simple de Léla au village, mendiait maintenant aux étrangers les restes de nourriture. Il essaya de trouver du travail, mais toutes les portes se fermèrent devant lui. Personne ne voulait d'un homme déchu, sans référence et sans stabilité. Il renoua avec d'anciens contacts qu'il admirait autrefois lorsqu'il était un voyant, mais aucun d'eux ne voulut plus le fréquenter. À leurs yeux, il était un perdant. Bomani restait assis seul le soir, les yeux rivés sur le ciel, pensant à tout ce qu'il avait perdu. Ses souvenirs le hantaient. Le visage doux de Léla, ses repas chauds, ses mots d'espoir, les enfants qu'il avait abandonnés, la vie qu'il avait sacrifiée pour le luxe et qui s'est envolée comme la fumée. « J'avais tout, et j'ai tout perdu à cause d'un mensonge » se murmura-t-il, les larmes aux yeux. Le regret devint son compagnon.
Il passait souvent devant des boulangeries et l'odeur des galettes de mil flottait dans l'air, ce qui lui rappelait la vie qu'il avait menée autrefois avec Léla, celle qu'il avait détruite de ses propres mains. Les rires des enfants au loin lui piquaient le cœur, lui rappelant Kwame et Tando, qu'il n'avait pas revus depuis des années. Il n'était plus Bomani, l'homme de la ville, il n'était plus qu'une âme oubliée, engloutie par les rues de Zindara. Assis en silence, affamé et brisé, le karma murmurait doucement à ses oreilles, lui rappelant que chaque action a un prix et que chaque trahison finit par se retourner contre lui. L'homme qui avait autrefois fui l'amour rampait désormais dans la poussière de sa propre chute. Les journées de Bomani se transformaient en interminables promenades sous un soleil de plomb, sans but ni destination. Ses pas, autrefois assurés, s'étaient transformés en un lent et pénible pas. Ses mains autrefois lisses, maintenant rugueuses et sales, se tendaient vers les inconnus, espérant une pièce, un morceau de pain, ou même un simple regard bienveillant. La plupart l'ignoraient, certains le regardaient avec pitié, d'autres avec dégoût. La faim lui rongeait le ventre, mais ce n'était rien comparé à la douleur qui lui brûlait le cœur. Ses vêtements n'étaient plus que des haillons, ses chaussures étaient trouées et ses cheveux étaient en bataille. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Chaque fois qu'il se regardait dans un miroir brisé ou dans une flaque d'eau dans la rue, il se reconnaissait à peine. Parfois, il s'asseyait dans un coin et murmurait le nom de Léla, se demandant où elle était, ce qu'elle faisait et si elle pensait encore à lui. Un après-midi, poussé par la faim, Bomani suivit le délicieux parfum d'un gâteau de millet fraîchement cuit. Son estomac gargouilla tandis que l'arôme l'enveloppait comme un souvenir. L'odeur lui était si familière qu'elle lui rappelait l'époque où Léla se levait tôt pour cuisiner, fredonnant doucement pendant que leurs enfants jouaient autour d'elle. Il suivit l'odeur comme un enfant perdu jusqu'à un grand stand de nourriture. L'enseigne au-dessus brillait de millet et de lettres dorées et vertes, Léla S. Millet de Light. Son cœur s'arrêta un instant, il cligna des yeux, pensant que c'était un rêve, mais ce n'était pas le cas. C'était réel. L'endroit était magnifique, rempli de clients, de rires et de joie. Les ouvriers se déplaçaient en uniformes impeccables, servant des plateaux de galettes de millet, de smoothies et autres gourmandises. Les gens faisaient la queue pour goûter. L'odeur, l'agencement, le nom, tout cela criait au succès. Et là, au centre de tout cela, se trouvait le nom qu'il avait trahi, Léla. Il se tenait silencieusement au coin de la rue, caché derrière un pilier pour que personne ne voie son visage. Il regardait les clients discuter avec enthousiasme. Une jeune femme sourit en croquant dans un gâteau de millet chaud et dit « C'est divin. Personne ne fait des gâteaux de millet comme ceux de Léla. J'ai entendu dire qu'elle était partie de rien. C'est une véritable source d'inspiration. » Un autre homme a ajouté « Son histoire mériterait d'être racontée au cinéma. Une femme abandonnée par son mari, mais qui s'est élevée telle une reine. » Les yeux de Bomani se remplirent de larmes. Non pas parce qu'il avait faim, mais parce qu'il avait jeté un joyau pour des paillettes qui s'étaient fanées. Il avait quitté une femme qui l'aimait profondément, une femme qui croyait en lui-même quand il n'y croyait pas lui-même. Et maintenant, cette même femme se tenait fière, célébrée par des inconnus, honorée d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il essuya rapidement ses larmes, espérant que personne ne le remarquerait. Il n'osa pas s'avancer. Il n'osait pas demander à manger. Il ne pouvait se résoudre à être vu, pas comme ça. Alors il resta là, dans l'ombre du succès qu'il avait connu, mais perdu, observant en silence, pleurant en silence, et ressentant une douleur plus profonde que la faim, le regret. Ce jour-là, le soleil commençait à peine à se coucher, projetant une lueur dorée sur les rues animées. Léla venait d'arriver dans l'une de ses nouvelles franchises pour surprendre son personnel et prendre des nouvelles de ses clients. Elle sortit de sa voiture élégante, vêtue avec élégance, mais avec la même humilité qu'avant. Alors qu'elle approchait de l'entrée, son regard aperçut soudain une silhouette familière, frêle, courbée, faiblement appuyée contre le mur près de son stand de nourriture. Sun Suful S.I. Blokwa. C'était Bomani. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements en lambeaux et son visage presque méconnaissable. Mais son regard, ce regard brisé, elle le connaissait trop bien. L'espace d'un instant, son cœur trembla. Des souvenirs envahirent son esprit. Les nuits passées à parler de leurs rêves, les rires de leurs enfants, la douleur de sa trahison. Elle resta figée, entre pardon et fureur, entre compassion et prudence. Clients et employés s'agitaient, inconscients du silence qui régnait au coin du stand. Bomani releva lentement la tête et leurs regards se croisèrent.
Il vit la femme qu'il avait autrefois abandonnée, celle qui se tenait maintenant puissante, gracieuse et inébranlable. Il baissa les yeux, honteux. Léla marchait vers lui calmement, sans colère, sans larmes, juste de la force à chaque pas. Elle le regarda droit dans les yeux, d'une voix douce mais ferme. « La vie a une façon de nous enseigner des leçons, dit-elle. Tu m'as appris la douleur, mais cette douleur a bâti mon empire. » Les lèvres de Bahmani tremblèrent. Il ne put retenir ses larmes. Il s'agenouilla devant elle, sa voix à peine murmurée. « Pardonne-moi, Léla. J'étais aveugle. Je pensais vouloir plus, mais je ne savais pas que j'avais déjà tout. » L'instant était intense, et tous ceux qui étaient autour se mirent à observer en silence, sentant une émotion se développer. Léla regarda l'homme qui avait été son monde, désormais réduit à néant par ses propres choix. Ses yeux s'embuèrent légèrement, mais elle refusa de se laisser à nouveau dominer par la douleur. Elle se tourna vers l'un de ses collaborateurs et dit « Préparez un repas chaud. » Quelques instants plus tard, un repas soigneusement emballé lui fut apporté. Elle retourna vers Bahmani, lui tendit la main et la lui tendit, non pas en épouse, non pas en quête de vengeance, mais en être humain, choisissant la dignité plutôt que l'amertume. « Mange bien, » dit-elle simplement, puis se retourna et s'éloigna, la tête haute, le pas assuré et le cœur léger. Les spectateurs ont commencé à chuchoter, certains l'ont applaudi, d'autres ont essuyé des larmes. Non pas par pitié pour Bahmani, mais par admiration pour Léla. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Son succès fut la réponse la plus retentissante à toutes les trahisons qu'elle avait subies. Bahmani resta assis là, tenant son repas chaud, mais aucune nourriture ne pouvait combler le vide qui l'habitait. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il a perdu un guerrier, une reine, une femme dont l'amour aurait pu bâtir un royaume avec lui. Mais il a tout troqué contre des illusions qui se sont évanouies comme la poussière. Et tandis que les derniers rayons du soleil effleuraient son visage fatigué, il se murmura « J'étais un imbécile. » Parce que parfois, dans la vie, les personnes qu'on abandonne en poursuivant ses rêves sont celles-là même qui étaient censées nous aider à les réaliser. Et quand la lumière s'éteint, seuls ceux qui ont vécu dans l'obscurité peuvent vraiment nous voir. Ce fut le triomphe de Léla et son plus profond regret. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour y réfléchir. Combien de personnes avons-nous abandonnées, oubliées ou tenues pour acquises, pour finalement réaliser leur véritable valeur trop tard? La force, la grâce et la résilience de Léla nous rappellent qu'aucune douleur n'est jamais vaine et que le karma n'oublie jamais. Son parcours, du chagrin à l'honneur, est une leçon puissante pour nous tous. Ne tournez jamais le dos à ceux qui vous ont soutenu dans le désespoir. Car, quand la vie tourne mal, ils pourraient bien être les seuls à se soucier vraiment d'elle. Si vous avez ressenti sa douleur, si vous avez admiré son courage, si vous croyez en la justice et aux secondes chances, alors ne vous arrêtez pas là. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez-la inspirer, guérir et rappeler aux autres que l'amour, la loyauté et la force intérieure triompheront toujours de la trahison. Aimez cette vidéo si elle vous a touché. Partagez-le pour toucher le cœur de quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires touchantes. Merci de votre attention. Votre soutien signifie le monde.